Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Pour tous ceux qui me rejoindraient, eh ben voilà, je m'appelle Thibaut, aka Bye Bye Patron. J'ai de nombreuses activités, dont notamment une grosse activité dans l'immobilier. C'est pour ça que j'ai ce podcast, c'est souvent de ça dont il est question. Si vous voulez en savoir plus sur tout mon parcours, vous pouvez écouter l'épisode du 28 décembre 2022. 1 million, comment j'en suis arrivé à acheter 1 million d'euros d'immobilier en 2022. Et voilà, mes objectifs dans l'année, c'est toujours, je vous ai partagé un peu pour 2023, mais pour 2022, c'était d'acheter au moins 5 biens dans l'année, c'était aussi ce que je faisais depuis plusieurs années, et de voyager dans au moins 10 pays. Alors c'est un peu un miracle, je vous le cache pas, enfin c'est pas un miracle parce que bien sûr on n'a pas attendu le divin pour ça, mais je suis complètement rincé, complètement au bout de ma vie. Normalement voilà, on fait 10 000 projets pour avoir une meilleure vie. Bon là c'est une grosse partie de vie privée et de vie d'investisseurs qui se sont chevauchés. Il s'avère, sûrement vous entendez peut-être un peu d'écho. Et en fait, c'est parce que je viens de déménager. Donc, j'ai passé... donc, je suis parti en vacances à Madère. C'était, je crois, la deuxième semaine de janvier. Et depuis, en fait, il s'est passé un truc que je fais tout pour éviter parce que ça m'est déjà arrivé. C'est en fait que j'ai 2 chantiers qui sont terminés en même temps, 2 acquisitions et emménagements, voilà, qui ont eu lieu en même temps. Donc, en fait, j'ai un appartement. Si vous avez écouté mon épisode 1 million, comment j'ai acheté 1 million d'euros d'immobilier en 2022, vous avez vu que sur la fin de l'année, j'ai fait 2 acquisitions, une acquisition locative, la 5e de l'année, je crois. Et puis, je change de résidence principale parce que voilà, il s'était passé pas mal de trucs. Et en fait, j'étais locataire depuis un peu plus d'1 an. J'avais vendu mon ancien RP et puis voilà, là, je suis reparti, j'en ai racheté une. Et en fait, quand je suis pour les investissements, je fais toujours en sorte que les chantiers se terminent pas en même temps, qu'il n'y ait pas de chevauchement, qu'il n'y ait pas que j'ai pas à gérer 2 chantiers à la fois, parce que ça m'est déjà arrivé. Ça m'est notamment arrivé à la fin des confinements. En fait, j'ai vu que j'avais plusieurs projets en cours, tout m'était tombé dessus en même temps, et je me souviens que ça avait été horrible. Moi, c'est pas l'immobilier, vous le savez sûrement si vous m'écoutez, c'est pas mon métier, c'est vraiment une activité annexe, j'adore partager là-dessus, mais c'est pas mon activité principale. Et donc voilà, j'avais pour projet de faire 5 acquisitions par an, donc je les faisais les unes derrière les autres. Je faisais toujours en sorte avec le notaire, les emprunts et tout, que ça s'enchaîne, qu'il y ait toujours du mouvement, mais sans jamais se superposer. Et là, il s'avère notamment que en fait, vu que c'était un déménagement, donc c'était, on va dire, personnel, plus le chantier qui se terminait la semaine dernière, et ça s'est chevauché. Et voilà, dans l'immobilier, le temps c'est de l'argent, donc j'ai tout fait pour terminer le chantier au meilleur moment, rendre mon appartement quand j'étais locataire le plus vite, le plus proche possible de la date d'emménagement dans les nouveaux lieux. Voilà, il est mardi 31 janvier, il est 20h. Normalement, les podcasts, je les enregistre avec beaucoup d'avance. Mais là, voilà, j'étais vraiment sous l'eau. J'ai passé beaucoup moins de temps sur Instagram, si vous me suivez. J'ai passé beaucoup moins de temps à répondre à tout le monde sur Telegram, etc. C'est pas sans raison. Voilà, j'ai encore 1 million de choses à faire. Si vous regardez mon appartement, il y a des cartons éventrés partout. Il y a la perceuse ouverte, la visseuse ouverte. Il y a des pinces, il y a des ampoules, bref, c'est carnage. J'avais 10 000 bonnes raisons de pas sortir le podcast aujourd'hui, mais depuis que j'ai lancé ce podcast il y a quasiment 2 ans, voilà, je suis fidèle au poste chaque mercredi. Donc là, je pense que j'ai jamais enregistré une intro aussi tard, aussi proche de la date de diffusion. Mais c'est comme ça. Et donc c'est la première annonce. Voilà, m'en voulez pas, je suis un peu mou, un peu dans les vapes, mais j'ai eu des très grosses journées depuis bientôt presque 3 semaines. En fait, j'ai pas arrêté, je peux dormir, voilà. Bref, je vous raconte ma vie, c'est pas très important. Les leçons que je peux en tirer, je vais vous les raconter quand même. Un des chantiers, donc mon locatif, j'avais tout fait faire. Je pense que j'avais dit la semaine dernière que j'ai un gars qui m'a planté, qui devait monter les meubles et monter des applis, qui allait à la déchetterie. Franchement, ça m'a bien gavé, mais bon, je l'ai fait moi-même. Et là, dans ma résidence principale, en fait, vu que j'ai emménagé, il y avait pas grand-chose à faire, mais il y avait quand même des petits trucs à faire.
J'avais trouvé un mec, donc franchement, souvent, je trouve des gars un peu à droite à gauche quand c'est des petites tâches. Pour les gros travaux, j'ai mon réseau d'artisans et tout ça. Mais là, quand c'est des petites tâches, notamment, en plus, j'habite à l'étranger. Donc ça faisait longtemps que j'avais plus fait. En fait, je m'étais jamais occupé de faire des travaux dans ce pays. Donc j'ai trouvé un mec et il m'a fait que de la merde. Donc j'ai dû tout rattraper. Franchement, il y a presque rien qui allait. Bon, c'était pas cher, mais voilà. En général, on dit le pas cher coûte cher. Et là, j'en ai un bon exemple parfois. Payer pas cher, c'est juste payer pas cher. Et puis ça aussi, il est ok. Et puis là, ça a pas du tout été le cas. Donc j'ai dû me taper moi-même des trucs. Je suis allé déjà, 10 fois au magasin de bricolage pour 10 000 sortes d'objets en tout genre. Mais bon, on avance. Et je pense que là, vraiment, le plus dur est derrière moi. Et en plus, je rendais un appartement. Alors, en France, on peut se plaindre de tout, mais vous êtes assez protégés. On est assez protégés quand j'y suis. Là, j'habite à l'étranger. Je vous cache pas, j'avais 5 100 € de caution sur l'appartement. Donc, je voulais le rendre nickel. J'ai fait venir une société de ménage et j'ai bien fait. Donc, tout était nickel. Mais il y avait, parce que j'avais des meubles et tout, vu que j'étais un peu en transition. Des meubles chers. Enfin, bref. En tout cas, la leçon que je peux en retirer, c'est quand même déléguer au maximum. Voilà, on n'est pas là pour se créer un deuxième emploi quand on est investisseur IMO, sauf si vraiment on part de nulle part, qu'on n'a pas d'argent et surtout qu'on veut faire que ça de sa vie. Mais si vous avez déjà un emploi et que l'emploi il est pas trop horrible et usant et éreintant et harassant, continuez de faire votre emploi et puis employez des gens pour faire les tâches qu'il faut. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'acheter les outils, vous n'avez pas besoin d'acheter tout le matos. S'il faut retourner au magasin de bricolage, c'est pas votre problème. Enfin voilà, ça a 1 million d'avantages de déléguer, de pas faire soi-même. Donc déléguer au maximum, c'est mon conseil. Franchement, à refaire, je déléguerais vraiment tout. Vu que en fait j'avais un appartement meublé, j'avais pas pris des déménageurs, j'avais quelques cartons. Bon, des amis m'ont aidé, mais faire les cartons, les défaire et tout. Je sais pas s'il y a des sociétés qui font les cartons. Je pense qu'il y en a qui les portent, c'est sûr. Plus j'ai dû acheter plein de meubles. Enfin. Bref, déléguez au maximum votre temps, ce que vous êtes plus précieux, votre énergie également. Comme vous le voyez, moi j'ai très peu d'énergie là ce soir. Bref, ensuite, donc ça c'était la première annonce, déléguez au maximum. Faites tout, toujours, si ce n'est pas votre activité. Enfin ça c'est mon conseil, après vous faites ce que vous voulez, mais mon conseil c'est vraiment faites tout le vote possible pour pas avoir 2 chantiers qui se finissent en même temps. Et surtout pas dans 2 pays différents, comme c'est mon cas, parce que voilà... Vu que j'étais pas sur place quand j'étais dans l'un ou dans l'autre, enfin la misère totale. Mais bon, là c'était vraiment le jour, je pense aujourd'hui, c'est la fin vraiment du plus dur. J'ai rendu l'autre appart, donc j'ai dû encore gérer la fin de ménage dans l'autre appartement. Mais aujourd'hui c'est le plus dur et la semaine prochaine vous allez me voir frais et fringant comme jamais, ou en tout cas comme à l'accoutumée. Sinon, vu que je savais que c'était une période tendue, j'avais un peu des épisodes d'avance. L'épisode que vous allez écouter cette semaine, c'est mon dernier. En fait, j'ai plus de... ça doit... Je sais même pas de quand ça date. La dernière fois que j'avais plus aucun épisode d'avance. Là, j'ai cramé tout le buffer, tout le tampon. Mais c'était prévu. Hein. Je savais que j'allais être dans le mal, je savais que j'allais être dans le dur. Et c'est le cas. Et donc, voilà. C'était... Pourquoi je vous dis ça ? Déjà, premièrement, si vous voulez passer sur le podcast, que vous avez des choses à dire intéressantes et d'expériences à partager, vous êtes les bienvenus. Si vous avez des invités que vous voulez me conseiller, vous êtes également les bienvenus. Si vous avez des suggestions, si vous voulez parler de peu importe le sujet, mais en général, si vous avez des suggestions sur le podcast que j'ai fait, vous le trouverez dans la description du podcast et aussi si vous allez sur mon site grosbillet.com. En fait, je me suis dit que j'allais discuter avec les auditeurs quand je vais à des événements IMO, ça passe vite. Mais donc, j'ai pas le temps de discuter avec tout le monde et j'aimerais vraiment avoir vos retours. C'est pour vous, pour moi et pour vous que je le fais. Donc, ce que j'ai fait, j'ai mis un lien Calendly. Donc, soit c'est sur mon site grosbillet.com. Je l'ai mis bien en une sorte de rouge-orange, je crois. Donc, Grosbillet au pluriel, bien sûr, lien dans la description. Vous allez dessus, grosbillet.com. Vous pouvez prendre rendez-vous sur mon Calendly. Donc, ce sera pour la semaine prochaine par rapport à l'épisode qui sort le 1er janvier. Ce sera pour la semaine donc du mardi 7 au mardi 13 février. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. J'ai mis un quart d'heure. C'est pour préserver votre temps, mais on pourra déborder si vous le souhaitez.
Et vous pouvez me faire toutes les suggestions, tous les retours que vous voulez sur le podcast, des invités que vous voulez en plus, des sujets que vous voulez en plus aborder, des invités à me suggérer, si vous trouvez que mes intros sont trop longues, si vous trouvez que mes intros sont trop courtes. Voilà, tout ce que vous voulez. Le but de cet entretien, c'est pas absolument pas de vous vendre quelque chose. On sait qu'on est exceptionnel avec Michel. Vous avez pu écouter l'épisode avec les membres du Club Invest. D'ailleurs, on a une nouvelle. Anaïs, bienvenue à toi dans le Club Invest. C'est tout frais, c'est d'hier, de lundi soir. Et on a une nouvelle prospect, une peut-être future membre. Donc voilà. Et après, je pense qu'on sera pas loin d'être full. Tout ça pour vous dire qu'en fait, le call sera pas pour vous présenter des produits, sera pas pour vous vendre un truc, sera pas pour vous gratter un avis, sera pas pour, ce sera juste un retour objectif de votre part sur ce qu'il est possible d'améliorer ou des sujets que vous souhaitez que je traite. Ou toute autre suggestion. J'essaierai de faire 3-4 questions assez précises que je vous partagerai le cas échéant. Mais donc, vous avez le lien si vous voulez me parler et notamment du podcast. Lien Calendly dans la description du podcast. Ou alors sinon, vous allez sur grosbiais.com et on fait ça le soir ou le week-end. Un petit appel de 15-30 minutes et comme ça on discute et puis vous pouvez vous présenter. J'aime bien toujours voir à qui j'ai affaire et qui écoute mes histoires et mes péripéties chaque semaine. Voilà, ça c'était l'autre point. Ensuite, je reviens vite fait en arrière parce que j'ai vu en fait un message sur un groupe Facebook sur l'IMO de personnes qui étaient rincées de l'immobilier. Voilà, ça peut arriver, des personnes qui crament tout leur... Même ceux qui ont des bons revenus, qui mettent tout leur épargne, tout leur argent de côté dans l'IMO, qui s'arrêtent jamais. Voilà, on peut avoir des objectifs ambitieux. Posez-vous toujours la question un peu du rythme que vous voulez y mettre. Moi, mon rythme, je vous l'ai dit, c'est un appartement après l'autre. J'essaie de faire financer au maximum. Ça n'a jamais, l'immobilier, il a jamais, en tout cas depuis plusieurs années, au moins 4 ans, l'immobilier, il a jamais pris le pas sur ma vie. Je me suis jamais dit, je pars pas en vacances ou j'achète pas ça parce que j'ai ce projet immobilier. Après, ça c'est mon choix. J'ai des bons revenus alternatifs que j'avais déjà bien avant le podcast et puis l'immobilier. C'est mon choix et c'est ma vision et je pense que c'est la bonne si vous avez un métier qui vous convient. Après, si vous voulez absolument faire que de l'IMO, voilà, à vous de voir comment vous voulez charbonner. Mais la vie, ça passe vite. Vos conjoints, ils sont souvent précieux. Votre famille, elle est précieuse. C'est pas la peine de tout perdre juste pour acheter toujours plus de biens ou vous mettre vraiment dans... Si votre vie, elle vous convient déjà, avec l'IMO, elle peut grandement s'améliorer. Mais n'allez pas mettre tout de côté dans la vie. Voilà, on a un niveau d'énergie. Moi, je dis toujours, tout le monde dit que la ressource la plus précieuse, c'est le temps. C'est vrai, le temps, ça passe vite. Mais on a un niveau d'énergie qui est limité. Personnellement, moi, là, c'est vraiment parce que j'ai pas le choix que j'enregistre à 20h. Mais mon niveau d'énergie, à partir de 19h, 19h30, il est hyper limité pour tout ce qui est concentration et production. Donc voilà, ça sert à rien de vous mettre... je sais pas, on parle souvent du Miracle Morning. Si vous faites un Miracle Morning, c'est super bien, vous allez faire vos tâches dans la matinée. Mais moi, quand j'ai fait le Miracle Morning, en fait, j'étais juste épuisé beaucoup plus vite à la fin de la journée. C'est peut-être pas tout le monde le cas pour tout le monde, mais prenez toujours en considération votre niveau d'énergie, prenez toujours en considération votre argent, votre famille, vos proches. Enfin, vous faites ce que vous voulez, hein. Moi, c'est juste... ma vision, mais il y a des priorités et puis on a vite fait d'avoir la tête dans le guidon et de pas voir le reste. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc je suis un peu je suis un peu lent. Je pense que j'ai fait le tour. Merci à tous ceux qui m'ont mis des avis sur Apple Podcast. Merci à tous ceux qui me mettent des avis sur Spotify, des commentaires sur YouTube. Vous pouvez me trouver sur toutes les plateformes Apple, Spotify, YouTube, si vous avez YouTube Premium. Et si vous voulez nous rejoindre dans le Club Invest, mais je ne sais pas s'il y aura de la place si vous nous écrivez. Donc le Club Invest, il y a un épisode dédié avec les membres du Club Invest. Si vous voulez nous écouter, c'était l'épisode d'il y a 2 semaines. Donc ça devait être autour du 18 janvier. Donc l'épisode du 18 janvier, si vous voulez voir les membres du Club Invest, mais avec mon associé Michel. On a un petit groupe de membres qu'on aide et qu'on accompagne dans leurs premiers investissements immobiliers.
Vous pouvez nous rejoindre si vous voulez négocier pour faire des gros billets, parce que l'important, c'est de bien négocier et surtout de payer, de faire des bonnes affaires, peu importe le marché sur lequel vous êtes, peu importe ce que vous achetez, peu importe le cash flow, la renta. L'important, c'est d'acheter une bonne affaire. Et ben pour ça, vous allez, si vous voulez en savoir plus, vous allez sur mon site grosbillets.com et il y a aussi un petit module sur le dossier bancaire. Mes formations, elles sont pas hors de prix. Rejoindre le Club Invest, c'est pas hors de prix. On n'est pas là pour vous ruiner. On avait fait des gros billets bien avant ce podcast, bien avant tout le reste. On vit pas du tout de ça. On fait ça par plaisir, par passion. Et c'est pour ça que j'arrive à le faire à 20h parce que ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours le mercredi et que je ne veux pas vous décevoir. Pour l'épisode du jour, en fait, je l'ai pas encore annoncé. On va être avec Julien, multi-investisseur en immeubles. C'est assez intéressant parce que moi, vous savez, j'ai pas d'immeuble si vous me suivez depuis longtemps pour plusieurs raisons. Julien, il est assez connu sur les réseaux, donc je pense que c'est pas la peine que je le présente. Il va le faire très bien lui-même. Donc on se retrouve de l'autre côté avec Julien. La particularité qu'il a, Julien, c'est que il a investi avec son cousin, en la personne de Jean. Donc, et puis après, ils sont connus sur les réseaux, Jean et Julien. Je vous laisse découvrir tout ça après le jingle. Moi, je vais aller me refaire une santé. Merci à tous d'être là chaque semaine. Et puis, comme toujours, n'hésitez pas à partager, liker, commenter. Et la semaine prochaine, déjà, si vous partagez en story l'épisode, vous ne savez pas encore quel est le cadeau, mais vous pouvez gagner un cadeau d'une valeur de 100 euros. D'une valeur de 100 euros. Un cadeau. En fait, je vous prépare plusieurs cadeaux pour les prochains épisodes. Je voulais déjà en parler dans cette intro, mais elle est beaucoup trop longue. Donc, si vous partagez en story, je vous mets direct dans le tirage au sort. Après, j'irai sur ploufplouf.net pour dire qui est le gagnant. Donc, vous pouvez partager un tirage au sort pour gagner un cadeau d'une valeur d'au moins 100 euros. Il suffit de me partager en story ou par email, par WhatsApp. Vous faites ce que vous voulez, m'envoyer un screen sur Instagram ou vous m'envoyez un mail à info@bybypatron.net. Je vous souhaite une très bonne écoute. On se retrouve de l'autre côté avec Julien. Et bonjour et bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron. Et une fois n'est pas coutume, on enregistre là c'est fin d'après-midi avec Julien. Salut Julien, comment ça va? Salut Thib, écoute, ça va très très bien. Très heureux de faire partie de l'aventure Bye Bye Patron. Et voilà, tu vas être pas loin ce sera pas le 100e épisode, mais pas loin du 100e épisode. Ah, pas mal. Voilà, ça avance. Il y en a une paire qu'on dit bye bye avant, quoi. Là, c'est cool. Ouais, dans les podcasts, il y en a qui sont lancés, et pourtant des gens très très brillants, mais qui sont arrêtés plus tôt que moi. Est-ce que tu pourrais... Alors c'est un peu un hasard, tu vois, c'est vrai qu'il y a un écosystème. Enfin, moi je suis sur Instagram, j'ai des abonnés Instagram avec qui je parle d'un podcasteur à l'autre. On est un petit groupe, on se voit à des événements. C'est vrai que nous on s'est jamais vus. C'est un peu un hasard qu'on soit tombés l'un sur l'autre. C'est ça. Mais je crois que tu avais mis un post qui m'avait bien fait rigoler. Et puis, j'avais entendu un petit peu des bribes comme ça à un début de Bye Bye Patron. Puis, tiens, j'aime bien ce qu'il fait. C'est marrant, c'est fun. Et je t'ai envoyé un message. Je dis, ouais, c'est cool. Enfin, ça a commencé comme ça, quoi. Ouais. Voilà. Est-ce que tu pourrais du coup te présenter? Parce que je pense qu'il y a pas mal d'auditeurs qui ne te connaissent pas. Et pourquoi tu es sur le podcast aujourd'hui? Ça marche. Alors, rebonjour tout le monde. Donc moi, c'est Julien d'Investoranta et donc investisseur immobilier depuis plusieurs années. Je suis associé avec mon cousin Jean. Alors peut-être que vous nous avez vu au travers de certains posts sur Insta ou sur Facebook. Et nous, l'immobilier, clairement, on est fort mordu. Et à l'heure actuelle, on accompagne des personnes qui désirent aussi dire bye bye à son patron et de créer sa liberté financière. Alors déjà, au tout début, les apporter plus de revenus et les accompagner pour faire les choses correctement sans se prendre au sérieux. Nous, c'est quand même notre marque de fabrique. On n'est pas très orthodoxe, on va dire, quoi. Ouais, c'est l'idée c'est ça l'avantage. Les loyers, ils ont pas les gens qui payent le loyer, ils s'en foutent le propriétaire s'il est sérieux, pas sérieux. Enfin, faut faire les choses sérieusement, mais voilà, mais sans se prendre au sérieux. Jaune, tu peux être un nain, une femme, un homme, voilà. Une fois que t'as un logement, les gens ils veulent se loger et puis ouais, c'est ça. Ce qui est bien, juste parenthèse là-dessus, toi, ce qui est cool, c'est que l'immobilier, en fait, ça ne juge pas.
Alors que pour être mannequin, bah voilà, il faut être beau gosse ou belle gosse. Puis si t'es mal foutu, bah ça marchera pas quoi. T'auras beau bosser, on pourra pas te changer ta tête. Alors que l'immobilier, bah voilà, on va pas te juger. Et ça c'est vraiment cool. Et c'est là que toi c'est parfaitement neutre. Ouais. Ouais, et même, je pense en entreprise, j'avais lu des études qui disaient que bah plus t'es beau, plus c'est pas étonnant dans la vie en général, mais plus t'es beau, plus t'es bien payé. Donc, voilà. Quand c'est plus agréable, bah forcément t'es prêt à mettre plus le prix entre guillemets. Et c'est pour ça que bien souvent les commerciaux sont plus ont plus une belle gueule, etc. Voilà, et ça c'est le monde, il est comme ça. C'est pas ça me plaît pas forcément, mais bon c'est comme ça quoi. C'est pas forcément sur les compétences. Au moins, si vous avez bien acheté, que vous avez de la renta, on vous posera pas de questions sur ce que vous avez. Okay. Et ce qui est bien en plus, c'est que même le contrôle fiscal te juge pas, toi. Il pourra venir te voir, que tu sois grand, beau, moche et tout, il viendra te taper, toi. Là, c'est pour tout le monde au même prix. C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire l'âge que t'as? Alors moi là, j'ai 39. 39 ans. Et on va revenir sur ton parcours. J'aime bien pour débuter les épisodes que les invités ils racontent une histoire un peu insolite d'un boulot qu'ils auraient fait peut-être je sais pas quand ils étaient jeunes ou alors de leur ancien boulot. Je vais commencer. Alors des anecdotes. J'étais facteur moi pendant mes études parce que mes parents m'avaient dit fais des études. Je me suis dit ouais ok d'accord. Le problème c'est qu'il y avait pas de sous à la maison et donc il fallait que je bosse à côté quoi. Et j'ai été facteur. Et alors là je vais dire un truc, c'est que tu rentres chez tout le monde, que ça soit le mec blindé ou très populaire, tu rentres vraiment partout. Et tu vois des trucs de ouf. Et je me souviens d'une entrée où je devais faire un recommandé et je toque et la personne m'ouvre, je sais pas pourquoi je vous raconte ça, mais tu couperas, tu prendras ou pas, et j'ouvre, en fait la femme était complètement nue et elle me signe le recommandé comme ça. J'ai 18 ans, et puis elle referme la porte comme si de rien n'était. Ouais. Je suis ressorti, je fais qu'est-ce qui vient de se passer? J'avais rien compris. Après j'ai continué ma tournée, mais voilà, on appelait ça une tournée. Et voilà, donc non, j'ai fait facteur. Par contre, toi, un vélo ou en mobilette? Allez, non, vélo et à pied. Ouais. Vélo à pied. Et l'avantage de ça, c'est que comme tu rentres partout, après pour l'immobilier, t'es plus choqué quand tu vas faire des visites. Tu trouvais ça normal, quoi. Donc ça, c'était quand même et ouais, effectivement. Et moi, j'ai eu des personnes qui sont passées sur le podcast qui avaient été livreurs de pizza et ils avaient dit, en fait, après, quand tu cherches des biens, si c'est dans la même ville, c'est assez utile. Tu connais les copros, tu vois là où c'est un peu, parce que on dit souvent, que l'emplacement, c'est la clé, et bien sûr, en immobilier, mais il y a aussi l'emplacement, il y a la rue, le quartier, mais il y a même la copro, bien souvent qui... oui, fort. De toute façon, quand tu vois une copro qui aspire pas à la santé, tu le vois dans la visite. Ouais. Ah oui, tu le vois à l'intérieur. Sinon, après, un autre boulot à la con que j'avais fait, bon, ça, j'ai pas fait ça longtemps, parce que là, j'ai eu vraiment que sinon j'allais vraiment mourir là-dedans. C'était des chantiers de démolition. Ok. La nuit, je me souviens, j'avais pété un camailleux. C'était n'importe quoi, mais voilà, c'est tout. Toi, ça, c'est le genre de truc. Et sinon, après, c'était centre de tri la poste. Je suis resté tri la poste pour les petits boulots. Et une fois que j'avais fini mes études, parce que j'avais quand même réussi tant bien que mal, parce que le problème, c'est que quand tu fais des boulots à côté, t'as pas le temps d'aller étudier à la fac, quoi. T'as pas le temps, clairement. Y a pas d'égalité des chances, là-dessus. Il faut quand même pas se leurrer. Et j'avais repiqué pas mal de dogs. Et donc, je suis arrivé au bout de mon master 2, banque de détail, IUP de finance, parce qu'en fait, la tasse à embaucher, on était à la fin, au tout début des subprimes. Donc, tout début, ça venait de péter et tout. Et moi, je viens de me faire embaucher. Et là, je suis banquier. Dans un contexte où on finance pas. Zéro financement. Tu dis, waouh. Et, petite anecdote, c'est pourquoi j'ai voulu faire ce métier-là, parce que je voulais apprendre à me faire financer pour l'immobilier, quoi. Déjà, tu le savais. Ouais, je savais ce que je voulais faire grâce au Monopoly, et c'est pas des conneries de storytelling, c'est que j'ai joué comme un névrosé, comme un camé du Monopoly. J'en ai totalement conscience, mais ça va mieux maintenant. Je me suis dit, il faut que je me fasse financer. Et le seul moyen, c'est de se faire financer, d'apprendre dans les banques, tu vois. Et quand t'apprends à te faire financer selon les règles post-subprime, je veux dire, tu te fais financer tout le temps. Ouais. Plus l'ombre d'un doute.
Là, c'était Là, les vraiment critères chaud, de quoi. risque et tout ça, c'était pas les mêmes qu'il y a un an ou deux. Ouais. Mais là, tu vois, pour moi, on revient dans la même configuration. Mais moi, ça me choque pas. Tout le monde stresse et tout. Mais je trouve que, moi, j'ai toujours appris comme ça. J'ai toujours appliqué ces ratios hyper durs. Et c'est comme ça que tu te fais financer. Et à 110%, je tiens toujours à préciser, même s'il y a beaucoup de trolls, de bullshit qui te disent, ouais, c'est fini, 110%. Putain, les gars, lisez la loi. Enfin, lisez-la juste et vous verrez bien que c'est pas interdit, quoi. Bah, je pense que tu l'as lu aussi. Et... Ouais, la décision du HCSF, là, ça, je l'ai lu. C'est ça. Et entre nous, en plus, c'est pas long, les gars, à lire, hein. Je vous invite tous à Ouais, lire. ça fait Comme ça, 4 vous... pages, je pense. Même pas. Ça fait 25 lignes en tout. Enfin, c'est vraiment que dalle. Et comme ça, au moins, tout le monde aura son information fiable et vérifiée. Et pas mater des trucs putaclic sur YouTube, quoi. Bon, Non, ça, des financements, nous, on a des élèves également, enfin, des membres d'un club, et il y en a plusieurs qui ont eu des financements à 110%. Après, c'est toujours à se poser la question, selon le cash que t'as et selon le projet, voilà. Moins tu mets d'apport, plus t'as de cash, attention, ouais. Moins tu mets d'apport, plus tu rembourses, moins t'as de cash flow. Voilà, c'est ça. Il faut bien faire gaffe à mettre les moins et les plus au bon endroit. Et après, c'est bon, quoi. Voilà. Mais bon, tu peux le faire dans un sens. Si d'un coup tu veux un peu rembourser de dette, tu peux le faire. Alors que si tu l'as pas prévu au départ, là c'est plus compliqué d'aller retoquer chez le banquier. Ouais, c'est ça. Alors moi, je suis quand même très partisan de rien mettre comme argent, le mettre le moins possible pour choper en fait, pour être le plus dur possible avec ta renta et le plus dur possible avec tes chiffres. Parce que comme tu sais que t'as pas de marge de manœuvre, au moins tu vas chercher ça. Bon, après moi c'est ma façon de voir les choses, mais en fait, il y a pas de surprise et tu fais pas de pari. Tu vas pas dire, allez, ça passe, quoi. Non, faut que ça passe. Ça doit être de telle manière et pas l'autre. Après, plus tard, ouais, si tu veux rembourser un peu de capital, ouais, tu peux, mais vu le prix de la dette. Pour l'instant, il n'y a pas d'intérêt. Ouais. Non, ce serait plutôt, dans une autre stratégie ou si on a besoin si à un moment on est trop endetté, mais c'est pas pour gagner des intérêts que c'est même pas ça. Et le seul cas de figure où c'est intéressant de rembourser sa dette, c'est en hyperinflation. C'est-à-dire quand l'argent ne vaut vraiment plus rien. Et que tu as des actifs en face. Encore, hein. Non, l'hyperinflation, on est très 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 loin d'y être. Mais il y a au sens économique que là où ça vaut vraiment le coup. Parce que ton inflation t'es à plus de 200, plus 300, donc là ça vaut le coup. Mais oui, au moment ta dette elle vaut plus rien. Mais c'est vrai que c'est un bon point même dans l'immobilier en général, même quand on n'est pas dans l'hyperinflation. Toi, tu fixes à un instant T tes remboursements et après pendant 20 ans, les loyers en général ils augmentent un petit peu et puis en fait tout ça c'est de la marge en plus que tu prends par rapport à ton remboursement. Même si les taxes foncières augmentent, même si les charges peuvent augmenter un petit peu. La hausse du loyer, elle va quand même plus que dépasser ces hausses. Très souvent. Naturellement, ça a tendance à croître. Tout croît. Les loyers quand même un peu moins vite que les taxes foncières en ce moment. Ouais. Clairement. Même que les salaires, hein, j'ai vu là une étude, les loyers augmentent moins vite que les salaires. Mais bon, ils augmentent quand même. Oui, ça augmente, mais quand tu regardes les indices, c'est pas là-dessus qu'il faut baser la croissance. Hein. Ouais. clairement, si tout le monde, clairement, non, quoi. Et donc, pour en revenir à la banque, j'ai financé, je sais plus, des centaines de dossiers d'investissement immobilier pour les clients, et je savais les remanier, les refaire, et en gros, le fameux dossier bancaire, quoi. Et que n'importe quel projet, la plupart des projets, parce que des fois, les projets, quand c'est pas rentable, ça sert à rien de le financer. Et voilà. Et d'ailleurs, ce que j'aime bien dans les banques françaises, même si tout le monde leur crache un peu dessus, faut quand même pas oublier qu'on a les banques peut-être les plus gentilles du monde, quand même pas l'oublier, les plus contrôlées. Donc c'est très bien, parce que les banques françaises seront les seules à te dire, attends, je te prête pas parce que tu vas pas pouvoir rembourser. Parce qu'elles ont quand même un historique bien plus supérieur à nous quand même. Et elle va dire qu'on ne te finance pas parce qu'elle va te rendre service. Parce que c'est pas rentable, parce que là tu vas te mettre en danger. D'autres banques, dans les autres pays, c'est t'as besoin de combien ? Je peux te prêter autant, tiens, prends-les. Mais ils vont pas regarder si ça va fonctionner ou pas. Et par contre, ils vont reprendre tout de suite. Je prends les États-Unis. T'as l'hypothèque de ta valeur, de la valeur de ton hypothèque augmente sur ta maison. Tu peux prendre $300,000. Tiens, prends $300,000. Et ça sera peut-être pas rentable en face. Tu craches, tu donnes, ils reprennent tout de suite. Alors que les banques françaises sont quand même beaucoup plus protectrices, à mon sens, que le reste des banques dans le monde, quoi.
Ouais, c'est certain. J'ai eu une expérience là, enfin, qu'on m'a raconté, de quelqu'un qui voulait acheter dans une ville dans laquelle il habitait pas, et en fait, la banque s'est renseignée auprès de l'agence locale et lui a dit, ouais, en fait, cette rue, elle craint à mort, on finance pas, on va pas te financer dans cette rue, et puis ça a été plutôt une bonne opération pour lui de pas y aller, et puis il a pu racheter des trucs dans des bien meilleures zones. Et puis c'est vrai que ces 35% de taux d'effort là dont on parle, bah à la base ils ont quand même une raison d'être, même si quand on est investisseur on peut trouver ça parfois bloquant, mais t'as des gens, faut pas oublier, il y a des gens c'est des cramés, hein. Enfin toi tu dois en reconnaître et moi aussi. Il y en a, c'est tout de suite les gros immeubles qu'il faut acheter en centaines de milliers voire millions, alors qu'ils sont pas fait la main. Enfin, tu sais, la connerie du différentiel, la connerie de l'endettement différentiel, c'est bien et pas bien. C'est bien pour les mecs qui savent et qui pètent les scores, mais en termes d'endettement, mais qui ont gros reste à vivre. Donc toi, c'est ok et qui peuvent vraiment faire face aux échéances. Par contre, on a endetté quand même des jeunes à 23, 24 ans il y a quand même quelques années. On leur a mis 800 000 euros de prêt sur la tête et tout. Les gars, ils sont sur endettement. Hein. Là, leur vie, elle est éteinte pendant 10 ans. Parce que c'est des conneries là ont été faites, quoi, tu vois. Parce que ils ont dit, c'est bon, je me mets un immeuble de 10 lots. Tu sais même pas gérer un studio, quoi. Et les banques, elles ont prêté. Et la plus costaud, la plus agressive là-dessus, c'était le Crédit Agricole. Mais elle a fait des conneries. Beaucoup de conneries, quoi. C'est malheureux, quoi. Mais acheter un immeuble, c'est pas la même chose qu'acheter un studio, contrairement à peut-être ce qu'on pourrait penser. C'est la masse, en fait. C'est la masse. Et la masse, c'est l'incertitude aussi, hein. Et puis aussi, tu gères moins bien. Moi, je le vois très bien. Une fois que j'ai dépassé les 10 appartements, il y a des trucs que j'ai eu quand les appartements, il y avait des changements de locataires. Mon tout premier appartement, t'es sûr qu'il y avait 0 jour de vide. Je faisais tout pour que le lendemain il soit loué, voire le jour même. Et puis quand t'en as 10, t'en as 2 qui se libèrent en même temps pour peu que tu sois pas sur place à ce moment-là. Enfin, voilà. Mais tout est comme ça dans la vie, hein. Quand t'es étudiant, tu comptes chaque euro, et puis quand tu gagnes mieux ta vie, de temps en temps, tu vois pas une dépense. Ça c'est intéressant, ça, sur la gestion de quand t'as un gros parc. J'aime bien développer ça si tu me le permets. Il y a la gestion du risque et la gestion opérationnelle, ce qui est deux choses fondamentalement différentes au premier abord, mais qu'au final derrière peuvent être systémiques, surtout quand c'est que notre unique seule source de revenus. Comme tu disais au début, si tu loues tout et t'as 3-4 appartements, effectivement t'as 0 jour de carence. Ça c'est une évidence. Par contre, 10, ça commence un petit peu à être difficile, 20, 30, et c'est pour ça qu'il faut mettre, à mon sens, en place des gestions hybrides. Des gestions hybrides et des gestions aussi automatisées. Parce qu'il y a des choses quand même qu'on peut automatiser. Tu as des logiciels qui sont quand même vachement bien faits. Je prends par exemple Rentila. Je leur fais pas de pub, j'ai pas d'action chez eux et tout, et le mec ne refilera au zéro rétrocommission, donc il est très très dur là-dessus. C'est pas très cher, franchement, faut dire ce qui est, je pense une centaine d'euros par an. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Et puis le gars est totalement fermé, donc voilà, ne vous inquiétez pas, il y a 0 partenariat, ça n'est pas rémunéré. Ça déjà, tu peux automatiser pas mal de relances et des choses comme ça. Et en plus, tu peux coupler pas mal de choses avec tes comptes pour que ça déjà, ça permet de checker les loyers. Ça, il faut déjà commencer à le mettre. Après, c'est la gestion hybride. Faut plus faire ses états des lieux soi-même. Alors certes, il faut un petit peu payer, mais il faut plus les faire. Au début, il faut les faire parce que tu fais gaffe à tout l'argent, comme tu disais ça. Par contre, après, il faut savoir déléguer des choses. Et quand tu as une unité de bâtiment, c'est bien, à mon sens, de le confier à un syndic. Alors soit historique, qui connaît bien le bâtiment, qui connaît le locataire et qui est bon. Par contre, tu lui donnes pas tout, pour baisser la facture aussi, parce que les mecs, ils grattent comme des cochons. Et c'est là que dans ce pouvoir de délégation, tu vas quand même mieux gérer ton risque parce que tu vas piloter leur gestion. Donc, t'es plus dedans. Donc, tu redécouvres une soupape de liberté. Et ce qui te permet d'aller chercher d'autres biens, parce que c'est là que tu vas gagner en fait plus d'argent sur de la négo, tout en protégeant ta gestion. Et quand tu massifies, comme toi, comme moi, j'ai acheté 56 appartes, je peux pas les gérer, c'est pas possible. Techniquement, il faut, voilà. J'ai même, moi, une assistante, du coup, aussi, qui me gère des choses, quoi. Mais je peux l'amortir dans mes coûts. Parce que, j'ai de la masse.
Et donc, du coup, moi, je me redégage du temps pour les rechasser. Donc, faites bien attention à la gestion opérationnelle et la gestion du risque. La gestion du risque, c'est n'achetez pas tout dans la même ville ou n'achetez pas la même typologie de biens. Ou dans un immeuble, n'achetez pas que si c'est silo, si studio. Pour moi, ça, c'est une connerie. Toi, par contre, ça, c'est dangereux. Pour moi, c'est une mauvaise gestion du risque. Vaut mieux toujours pas acheter ton offre. Et donc, les deux là, tu y arrives bien si tu délègues bien ta gestion opérationnelle, tu gères bien ta gestion du risque. Et tu peux continuer ta croissance. Ouais, c'est ça. Il faut d'abord bien, enfin moi en tout cas c'est comme ça que j'avais fait, j'avais bien optimisé et tout, mais en fait là l'idée c'était toujours et puis ça allait encore hein, d'en acheter, d'enquiller, ah bah ça s'arrête pas. Voilà. Ça s'arrête pas. Ouais. Si on peut faire juste après on va revenir sur ton parc IMO, juste un petit cheminement. Donc t'étais banquier, t'as fait ça combien de temps? Alors j'ai fait ça 4 ans. Et au bout de 4 ans, toi, ça va, j'estimais que je maîtrisais bien le financement et que je pouvais me faire financer. Et je me dis bon, par contre, là, je me suis rendu compte d'un autre truc, c'est que j'avais un stress quand même assez ouf, c'est que je voyais mes clients se faire défoncer par les impôts et que je voulais pas justement me faire claquer comme ça, toi. Et j'ai dit bon, bah, j'y connais rien, bah, des petites notions, mais rien quoi. Quand tu as des petites notions, c'est que tu maîtrises rien. Et pour moi, je pensais qu'il était fondamental de gérer la fiscalité avant d'aller acheter. Donc j'étais bloqué, j'avais cette croyance limitante, ce qui est en fait totalement une connerie. Et en fait, il faut jamais faire ça. Il faut déjà aller acheter. C'est aussi ce que j'ai fait longtemps, et ça a aussi été une erreur à posteriori. En fait, tu vois, c'est que tu vas être totalement expert, limite avocat fiscaliste. Mais je veux dire, tant que tu gagnes pas de sous, ça sert à rien de te poser cette question-là. C'est un truc, c'est comme... Je pense que tu dois le voir sur tes vidéos YouTube, non? Parce que moi, trop souvent, c'est la première question, les impôts. Avant même que tu parles de quoi, c'est... De renta, même avant. Les gens, ils sont traumatisés en France. Mais bon, on l'a fait tous les deux. Mais ils sont traumatisés par les impôts, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, toi, dans les étudiants que nous, on accompagne, dans nos élèves, c'est que, je veux dire, arrête d'être avocat fiscaliste. Cherche-moi déjà une affaire rentable. Oui, mais non, mais là, en fait, t'es en train de perdre du temps et te stresser. Tu gagnes pas d'argent, t'as pas de rentrée de loyer qui rentre. Donc, pourquoi tu cherches un problème alors que tu n'en as pas? Et du coup, ça permet de vraiment s'enlever cette charge-là, parce que c'est une charge mentale très forte, surtout en France, parce que le pôle d'administration fiscale est quand même assez balèze. Et du coup, après, tu vas mieux chercher les affaires. Et donc, moi, je pensais qu'il fallait être expert là-dessus. Donc, je suis devenu inspecteur des impôts, parce que je me suis dit la meilleure façon d'apprendre, c'est dans le cœur du système, quoi. Donc je suis rentré inspecteur des impôts et le premier mois, je dis allez boum, je vais acheter mon tout premier studio. Et là j'ai pas fait un truc terrible, mais moi je pensais que c'était révolutionnaire. Je pensais vraiment que je venais de réinventer la roue. Mais j'étais vraiment abruti. Pourquoi? Parce qu'en fait j'avais une échéance de 390 de loyer et en face j'avais une échéance de crédit de 390 à rembourser à la banque. Je me dis c'est bon, moi j'ai trouvé l'équation parfaite quoi. C'est souvent ça tu sais, il y en a qui appellent ça opération blanche et tout. En général quand on utilise ce mot c'est plutôt que t'as encore jamais investi quoi. C'est ça. Et puis alors attends, même le truc c'est pas opération blanche, c'est opération négative quoi. Ouais, parce qu'après t'as la taxe foncière, t'as la vacance, t'as les charges de copro. T'as les charges de copro, t'as l'assurance, et puis la fiscalité aussi. En plus, moi je me souviens, je dis je vais aller vite, je vais enchaîner et tout. Et puis j'y connaissais rien, ça faisait qu'un mois que j'étais inspecteur des impôts et je fais le truc le plus débile, en commençant. Ce régime-là peut avoir un sens qu'à la fin, c'est le régime revenu foncier au micro. Parce que je me dis, je me prends pas la tête. Et erreur. Oh là là, quand j'y repense, mais je me taperais dessus. Mais bon, voilà, j'étais pas sélectionné, c'était toujours mieux que rien. Et puis t'étais inspecteur des impôts, mais tu faisais pas que de l'IMO, enfin le métier d'inspecteur des impôts. Non, il y a une diversité de métiers dedans qui est énorme. Mais du coup, j'ai fait ça, mais en fait c'était vraiment une connerie. Mais je voulais juste faire une aparté quand même là-dessus. Le régime foncier ne peut avoir qu'une seule valeur, c'est que si tu as un ou deux biens qui dépassent pas les 15 000 euros et t'es à la fin de ton crédit, tu loues en nu, t'as pas le choix, là tu peux l'utiliser. Mais c'est le seul moment. Donc c'est vraiment à la fin, c'est vraiment tout bac.
T'as pas le. À la fin de l'emprunt, voilà. Ouais, avant de vous soucier de la fiscalité, vous trouvez les biens, levez de la dette, remboursez pendant 20 ans. Et à l'année 18, vous pourrez vous poser la question et le régime il aura déjà changé environ 40 fois. Ouais, c'est clair. En plus, c'est vrai, blague à part, c'est vrai, tu dis, non, mais, ouais, c'est clair. Ah bon, no comment. Et du coup, je me dis, moi, de toute façon, qu'est-ce que je veux faire? Je vais continuer, quoi. Je dis, bon, il est pas terrible et je rattaque tout de suite, quoi. Parce que je me rends compte assez vite, quand même, de ma connerie, quoi. Au bout d'un ou deux mois, je dis, bon, c'est pas terrible, je remets un peu de sous quand même. Toi, je remettais 30 ou 40 euros. Et ça m'allait pas. Toi, j'avais pas bien respecté ce qu'avait dit Robert Kiyosaki, quoi. Dans son bouquin, quoi. Je dis, ça va pas, quoi. Faut que je recommence, quoi. Et là, je me souviens, mon ex me dit, maintenant, tu vas pas racheter un autre studio, on va acheter notre appart et puis on va une résidence principale, toi. Je dis, bon, ok, ça marche, quoi. Et là, je fais une énorme connerie. Mais vraiment énorme. C'est qu'en fait, j'achète un truc trop beau, beaucoup trop grand et du coup, beaucoup trop cher pour nous. Mais j'utilise toutes les techniques que j'avais bancaires pour se faire financer, quoi. Pour un truc que normalement, j'aurais pas dû me faire financer, tu vois. Et là, je me capte tout seul, comme un grand. Tu peux nous dire un peu combien tu gagnais à l'époque et combien ça coûtait l'appartement? Là, j'étais tout jeune inspecteur, je gagnais 2000 balles, donc c'était un bon salaire. Hein. C'était vraiment un bon salaire. Le truc, c'est qu'on s'était mis une échéance parce qu'elle a gagné, elle travaillait en banque, je crois qu'elle gagnait dans les 1700, 1800. Et c'était mis une échéance, on avait dépassé les 33%, j'avais réussi à faire une passe là-dessus et je crois qu'on s'était mis 1700 un truc comme ça, quoi. Beaucoup trop. Ouais. Beaucoup trop. Donc c'était un appart à 300-400 000 euros, un truc comme ça. Puis c'était un truc haussmannien, tout ce que tu veux, le truc. Voilà, on est jeune, on est amoureux. On est con. Ouais, voilà, mais c'était vraiment une erreur à refaire. Bien sûr, je le ferai pas. Donc, je vous conseille à tous, accepter de calmer un peu le jeu pour justement après vous énerver plus, quoi. Parce que c'est un peu le souci. Donc, donc j'ai fait cette belle connerie. Et c'est bien, t'as fait le parcours classique, on va dire. Ouais, j'ai fait le parcours classique des erreurs et ça, pour ça, je le recommande plus du tout. Ne faites jamais ça, les mecs, quoi. Et les filles. Des fois, il faut calmer un peu ses envies et que des fois, il faut être un petit peu patient parce qu'un choix difficile pour une vie facile. Parce que choix facile, vie difficile derrière. T'as pas le choix. Et du coup, la vite fait de se constituer un peu une prison, comme on dit, tu sais, en 3, 4, 5 ans de vie active. Tu t'endettes sur des trucs comme ça et puis après t'es bloqué super longtemps, sauf si tes revenus ils augmentent de façon très importante. Ouais, mais et après une fois que t'as l'immeuble haussmannien, ta copine, tu vas pas là, enfin, sauf tu peux avoir des projets, mais c'est compliqué de redescendre de standing. Ouais. Etc. Ouais, et le truc, pendant, ça a duré 3 ans et demi, ça, j'étais kéblo et, je fais beaucoup de sport, beaucoup, toi, il fallait bien que tu foutes ta rage quelque part à ton énergie. Ouais, j'ai fait des marathons, des triathlons, tout ce que tu veux, quoi, en voiture, voilà. Et puis, il y a un soir, elle m'annonce qu'elle me quitte et tout, et là, je dis, waouh, putain, ok. Et là, j'ai vraiment tout perdu. Je me dis, putain, j'ai perdu 4 ans. J'ai perdu accessoirement ma meuf. Je sais que je ne vivrai plus dans cet appartement-là et tout. Hop, table rase, quoi. Donc là, on se sépare. Paix sociale, tu lâches un peu de sous quand même. Et moi, il me restait plus que 500 euros en poche. Enfin, même pas en poche, sur le compte courant, quoi. Je lui dis, bon, de toute façon, je sais me faire financer à zéro, à blanc. J'ai 31 ans. Là, ça va, j'ai bien paumé. Ça va. Et du coup, je me dis qu'à 35 ans, quoi qu'il arrive, je prends ma retraite. Quoi qu'il arrive. Donc, Julien, t'as intérêt de bouger sévèrement le cul pour avoir de gros cash flow. T'as 4 ans. Pas une de plus. Et puis, pendant 4 ans, je me suis énervé très fort pour justement prendre ma retraite à 35 ans. Ce que j'ai pu faire le soir de mes 35 ans, j'ai annoncé à tout le monde, écoutez les gars, ça y est, moi je prends ma retraite, c'est fini, quoi. Et tout le monde, c'est pas possible et tout, mais t'avais pas de sous, comment c'est possible? Oui, parce que je roulais dans une C1 toute pourrie, dégueulasse, de commercial en plus, qui avait plus de 10 ans, enfin le truc que personne ne voulait rouler dedans, mais moi je roulais dedans parce que ça coûtait rien, ça me faisait juste la fonction primaire, quoi. Se déplacer d'un point A à B avec une clé relative. Visiter des biens, ouais, mais alors là par contre je me garais à 500-600 mètres, hein, et j'arrivais pas avec ça, non, c'est pas possible, quoi. Ouais. Les mecs ils vont dire, lui il a pas de sous, il va pas se faire financer, toi. Ouais. Bon. Ouais, donc du coup t'as acheté, donc t'as revendu cet appartement, je pense que t'as quand même récupéré un peu de liquidité. Non, même pas. Non. L'amour, ouais, nous les hommes, enfin,
Sans généralité, en général, ça se passe pas bien. Ouais. Tu peux tourner le problème dans tous les sens. Tous les gars qui j'ai parlé, ça leur a coûté de l'argent. Ouais, c'est clair. Ouais, non, c'était vraiment compliqué, quoi. Donc ouais, s'il vous plaît, réfléchissez bien avant d'acheter. Et en plus, ça va vous rendre service parce que, au final, dans votre appart, vous y êtes quand même pas beaucoup, techniquement. Alors c'est sûr, tu dors bien dans une grande pièce, mais bon, il te suffit juste d'un lit pour dormir correctement, un bon lit. Après, si tu veux mater la télé, la télé c'est la même partout dans n'importe quelle pièce. Ça te changera rien. Et surtout, c'est que si tu achètes plus petit par rapport à ton budget, tu vas pas t'éclater pour pouvoir investir, mais encore plus, tu vas pas te prendre la tête financièrement. Parce que c'est bon, il y a une soupape de sécurité d'argent, donc tu peux quand même faire des trucs, quoi. Alors que quand t'es à sec tout le temps, t'es pas bien. T'es franchement pas bien. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui achètent des maisons. Par exemple, les maisons, ça coûte cher. Et, des personnes qui ont des revenus moyens. Et en fait, ils partent pas beaucoup en vacances, ils vont pas beaucoup au resto. Enfin, tout est compliqué. Ils ont jamais d'argent. C'est vrai que, moi, ça fait quand même quelques années maintenant que j'ai une bonne épargne de sécurité, on va dire. Et je dors très bien avec. Mais parfois, tu parles à des gens. Mais c'est, je sais pas, après, ça dépend de l'âge que t'as, mais avoir moins de 10 000 euros sur ton compte, pour moi, ça fait peur, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est quand même, t'es pas loin des gros problèmes dans ta vie, quand même. Ouais, non, mais c'est exactement ça. Et donc, du coup, tu tends toujours le dos, en fait, de manière inconsciente, parce que si jamais t'as la bagnole qui lâche, ou je sais pas quoi, t'as 2 000 euros de frais et tout, ça va piquer. T'as un problème de santé qu'il faut payer le chirurgien en plus parce que voilà, il y a des dépassements d'honoraires et tout ça. Enfin, toi, toutes ces petites conneries là qui peuvent être grosses, tu te mets en stress parce que t'as pas de sous. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être obligé de faire un crédit à la conso. Parce que si ta bagnole elle est morte, tu peux pas aller au boulot. Et il faut bien la réparer ta caisse, quoi. Et c'est comme ça que peuvent apparaître des petits crédits à la con. Et en général, quand une merde arrive, il y en a toujours une petite deuxième qui se pointe. Et loi de Murphy là, ouais. Ouais, c'est ça. Et tu vois bien que les gens après, il y en a qui se mettent dans la merde. Nous, des fois, on récupère des personnes on les restructure, tu vois, et on voit que c'est chaud. Et donc du coup, on les remet correctement. On leur demande de faire des sacrifices. Au début, ils voulaient pas, mais après, une fois que c'est fait, ils disent, oh la vache, je regagne de la souplesse, j'arrive à remettre de l'argent de côté. Bah oui, attends, c'est pas fini parce que tu vas aller chercher du cash flow, tu vas voir, ta vie, elle va fondamentalement changer, quoi. Et la vie change. Donc voilà, mon conseil, prenez toujours en dessous de votre budget. Au moins, vous serez pas en stress, quoi. Et tu peux nous raconter là, de 31 à 35 ans, comment ça s'est passé? T'as acheté combien de biens? J'ai acheté 40. Alors j'ai acheté 40 apparts cette phase-là. En 4 ans. Ouais, en 4 ans. Donc je m'étais vraiment énervé. Au début, j'achète un studio, 2 studios, 3 studios, 4 studios. Je dis c'est chiant parce que je faisais toujours le même boulot, c'est toujours les studios. Et allez, maintenant, je prends mon courage à deux mains et j'achète un F2. Oh, le mec, il a rajouté une pièce, au studio. Il dit, waouh, badass. Ouais, mais en fait, non, c'est pareil. Allez, un F3, clac. Un F4, yes. Je fais une coloc et tout. C'est super. Je découvre que les rentabilités sont monstrueuses là-bas. Alors, sachant qu'à l'époque, il n'y a pas d'informations sur le net, t'as que dalle, hein. Il y a personne qui existe et tout. Donc, là, c'était il y a 8 ans, si je remonte. Donc, 2014. Ouais, c'est ça, ouais. Et, t'as que dalle, quoi. Et puis en plus, surtout, je connaissais rien du tout, tout cet écosystème et de ce savoir en ligne, toi. Je connaissais que dalle, quoi. Et puis moi, j'étais tête baissée, je voulais vraiment réussir à tout prix. Et après, je commence à acheter un petit immeuble de 3 lots, de 4 lots, de 6 lots, de 9 lots, toi, puis jusqu'à arriver à 40 lots, quoi, tu vois. Et où on fait tous les différents régimes. J'utilise tous les différents régimes fiscaux parce que chaque projet était différent. Et puis je fais aussi la location courte durée parce que ça crache très très bien. Après ça dépend comment tu le fais et tout, bien sûr. Et ça crache partout en tout cas. Pour parler à plein de gens, même à Paris, je parlais avec un type là au salon de l'IMO, il avait une LCD qui tournait à 7 000 euros par mois. Donc là, tu peux déjà te mettre des gros, des gros emprunts, quoi. 7K, tu peux. En fait, si tu apportes de la valeur, la location courte durée, c'est pas simplement un logement que tu donnes, mais aussi c'est de la valeur que tu dois mettre. Et donc, une expérience, c'est à mon sens, surtout maintenant, au début, on s'en foutait, tu foutais 2-3 morceaux de papier peint avec des fleurs dessus, t'avais gagné, tu mettais une CNCO, ça suffisait, toi. Maintenant, le public est quand même plus exigeant et on veut plus des expériences. On veut pas simplement dormir, quoi. Et on voit que, pour faire la diff, bien sûr,
Voilà, il faut faire des expériences. Il faut que la personne elle soit heureuse quand elle arrive chez toi et qu'elle ait un bon sentiment, un bon feeling, quoi. Donc, la literie, ça doit toujours être nickel de chez nickel. Ça, une bonne literie, ça te sauvera toujours. Tu dois créer des effets waouh. Bon, après, tu peux aller dans des niches spécialisées fort, hein, du style Love Room. Voilà, le problème de la Love Room, faut la femme de ménage. Ouais, c'est ça. Et puis bon, tu loues le week-end. Je pense pas que, enfin, la semaine, c'est plus compliqué. Hein. Ah, ça se loue la semaine. Non, détrompe-toi. Ça se loue énormément. Ok, pour les gens qui voyagent, voilà. Ça fait un petit point de rendez-vous. Ouais, ça fait un petit point de rendez-vous, un petit point de chute, quoi. Je connais un gars, moi, le gars, il loue tous les 4 heures. Ah ouais, il loue à la... Ouais. Bah pourquoi pas, hein. Après là, il faut que la femme de ménage... Ah bah, ouais, alors la femme de ménage... Et puis il faut qu'elle soit déter, hein. Bah, il faut bien la prévenir que, voilà, bon, écoute, ce que tu vas nettoyer, c'est pas à ta de petit déj, quoi. Ouais. Clairement, ça va être autre chose. Donc, voilà, c'est pour... Ah, bon, mais après, tu payes plus, ça. par rapport aux avions. C'est pour ça, c'est parce que les gens, ils ont des avions à prendre. Ah, bien sûr, attends, ils ont pas le temps, c'est juste pour dormir puis repartir, quoi. Bien sûr. Ah, voilà, bon, ça c'est pour moi, ça c'est vraiment une niche. Et à mon avis, il va y en avoir de plus en plus un peu partout. Ah, de toute façon, une niche, ça fonctionne bien pendant un moment, et puis après, on va sur autre chose, et puis c'est ça. Puis ça évolue. Et j'ai plusieurs questions là par rapport à tes 40 acquisitions. Tu les as fait dans combien de villes? Tu les as fait près de chez toi, loin de chez toi? Alors au début, je le faisais dans ma même ville, à Nancy précisément, parce que moi je suis originaire de Nancy. Donc au début je fais sur Nancy parce que je me dis voilà, comme je voulais aller vite, du coup je me suis dit je fais tout de suite tout à côté, parce qu'en fait une connerie. Parce qu'en fait, Nancy c'était une bonne ville d'investissement pendant longtemps. C'était pas trop cher, il y a pas mal d'étudiants, c'est une ville de taille moyenne. C'est ça. C'est ça. Bon après là c'est plus la folie. Hein. Maintenant c'est plus cher. C'est plus cher. Ouais, ils ont compris les propos, ils ont vu que il y a moyen de gagner plus au mètre carré et ils ont raison les gars. Et donc j'achète là et après je commence à acheter un petit peu en Moselle, j'achète dans les Vosges, puis après je descends dans le sud pour acheter vers Béziers, tout ça, toi. Et en fait avec mon cousin Jean, pour la petite histoire, c'est que on avait vraiment la dalle. Hein. C'est qu'il allait me chercher le vendredi soir à 16h devant mon taf, parce que je pouvais arriver à 7h du mat, et à 16h je sortais, je montais tout de suite dans le partenaire, j'avais déjà ma valise, clac, et on partait tout de suite sur les routes, et on allait visiter toute la France, pour acheter. Moi j'installais un vieux matat de clic-clac à l'arrière, dans le partenaire, pour pouvoir se relayer quand on roule. Ça, il y en a un qui dort, l'autre qui roule. Et taxi, c'était quoi là dans le taxi coréen là? C'est ça. Voilà, on faisait les Coréens, tu vois. Et non, on faisait ça parce que ça permettait vraiment de gagner du temps. Et tu voyais en fait tous les 1h30 la nuit, hop, tu sentais que la voiture ralentissait. Hop, c'est mon tour. Réveille-toi, de mettre 2-3 petites claques, boum, c'est reparti. Alors des fois c'était de se mettre un Red Bull pour tenir et tout. Mais t'arrivais le lendemain, même à l'autre bout de la France, à 8h du matin, hop, sur les chantiers, quoi. Pour les surveiller, pour les checker. On a fait tous les coins. On est passé par Larzac aussi. Bon, alors perdez pas de temps. Hein. Y a rien. Il y a rien du tout. On a fait aussi tout ce qui était le bassin Aquitain. Enfin bref, on a vraiment cherché partout et dans des endroits que je connaissais pas et j'aurais jamais cru y aller. Et que finalement, si, on cherchait le meilleur ratio mètre carré prix. Et demande. Forcément. Et du coup, quand des fois tu voyais 125 € du mètre carré, t'y allais, quoi. Je me souviens d'un truc, c'était un immeuble de 20 lots. Alors c'était vraiment un gros bébé, c'était un Nontron. Là où il y a les boutiques, il y a les usines Hermès, pour ceux qui savent, je crois que c'est ça, ouais. Et c'est vers Bordeaux, ça, non? non, on est plus dans les terres, hein, quand même, ouais. On est plus dans les terres. Et, là, on y va, on arrive devant le truc, en fait, muré. C'est quoi ce bordel? Et on voit un gars sur le côté avec une échelle. Bonjour monsieur, c'est pour... vous venez pour la visite? Ouais, vous prenez l'échelle puis vous montez au premier étage. Je sais pas, non, excusez-moi, tout est condamné. Tout est condamné, donc il faut passer par l'échelle. Bon, ok, et qu'est-ce on doit s'attendre à quoi? Le Mordor. Ok,
on va aller voir le Mordor. Et on monte là-dedans. Oh la vache, tout a été défoncé, tout saccagé. On avait l'habitude. Mais là, ça a été encore plus que d'habitude, quoi. Parce que ça a été un squat géant sur 20 lots. Et le mec, il vendait ça à 75 000 euros. Sauf qu'il y avait un boulot titanesque dedans. Et à cette époque-là, j'avais pas les épaules pour le faire, le projet. Ouais, bah, 20 lots. Et puis après, il y a des endroits en France, le prix au mètre carré il est tellement pas cher que même si c'est gratuit, parfois faut pas y aller, quoi. Hein. Enfin, nous, C'est clair. on a des membres, ils nous montrent des trucs. Ben voilà, si t'as tout à refaire dans une maison au milieu de nulle part, Ah là, c'est mort, tu peux pas. en général, c'est pas rentable, c'est jamais rentable. Ouais, je suis d'accord. Et là, c'est vraiment très dangereux. On avait même, on négociait même des trucs à 1 euro, parce qu'un coup, on voit, bon, ça c'est plus pour rigoler, mais du coup, on voulait comprendre le système. C'est les locations saisonnières, tu sais, les mecs qui sont propriétaires de 15 jours. Ah, ouais, ok, un peu genre pas Pierre et Vacances, mais ce style. Ouais, mais un peu dans ce truc-là, mais en montagne. Et on voit un truc 24 euros. Je dis, bon, bah, on appelle, on était propriétaire au mois d'avril, 15 jours au mois d'avril. Je dis, ouais, bon, bah, d'accord, le mec, et puis, en fait, il nous dit, les charges, en fait, ça lui coûtait plus en charge à l'année que de rentrer, quoi. Je dis, ouais, parce qu'il y avait le syndic qui lui prenait la gestion locative lui prenait plus d'argent, quoi. Je dis, bah, d'accord, mais alors, du coup, ça vaut rien, quoi. Puis le mec dit, bah, ouais, donc même 1 euro, vous le lâchez, on est d'accord. Comment il a trouvé son prix de 24 euros? Bah, c'est ça qu'on lui a demandé, en fait. Mais pourquoi vous avez fait 24 euros? Il dit, bah, il fallait que je trouve un truc, et je savais pas quoi mettre parce que j'en ai tellement marre. Parce qu'il avait bien compris qu'on n'allait pas acheter. Et après 1 euro. Et là, on s'est posé la question, mais attendez, vous avez le numéro de tous les autres propriétaires? Parce que, là, dans ce cas-là, ça peut être Ils une vendent bonne tout affaire. ça à 1 euro? C'est ça. Bah, là, t'avais un appart, pour, attends, on avait fait le calcul pour 25 euros. Enfin, pour 52 euros. Bah, non, 26 euros. Ouais, bah voilà, 2 semaines, ouais. Bah, voilà, pour 26 euros, on aurait pu, si tout le monde acceptait de lâcher à 15 euros, à 1 euro ces 15 jours, on était à 26 euros. Donc, on avait commencé et puis après, on s'est dit, avec Jean, on dit, non, mais là, c'est de la merde. Arrête, on fait pas ça, on passe à autre chose. Ouais, faut aussi voir le temps, le gain et tout ça. Oui, mais bon, ouais, tu sais, 26 euros un appart, Ouais, tu te poses la question. Ça vaut la peine de... ouais. Bon, après, il fallait que tous les mecs acceptent de vendre à 1 euro. Ouais. Ouais, non, bien sûr. Puis alors, mais j'ai déjà lu des gueule histoires. du compromis, la gueule du compromis à signer, enfin, des compromis signés chez le notaire. Non, mais j'ai déjà lu des histoires de types qui ont acheté des rez-de-chaussée et qui ont réussi à racheter toutes les caves en dessous pour faire tu vois, un souplex où ils ont mis un jacuzzi et tout. Ouais. Donc, là, bon, c'est là, pas bien. 20 trucs, hein. C'était peut-être 4-5, mais ouais, bah, c'est du taf, hein, tu prends du temps, mais par contre, le cash flow derrière, je pense qu'il se gave bien. Bah, c'était l'histoire d'un gars, je l'avais lu, hein, bah, ça avait l'air tout à fait honnête, les chiffres ils collaient, et en 2 apparts, il avait arrêté de bosser, quoi. Il avait fait ça 2 fois à Paris. Enfin, après, il gagnait pas bien sa vie, c'était l'époque du Airbnb à Paris, donc en gros, 2 apparts, je sais plus, ça faisait 3 000 euros de cash flow, et puis... Ouais, puis ça roulait. Bah, là, le problème, c'est que maintenant... Maintenant, tout a changé. Ça a changé. Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'en fait, tu vois, ils disaient, les hôtels, ils pleuraient et tout, parce que le Airbnb leur piquait des parts de marché. Et ce qu'il faut quand même pas oublier, c'est que les gars, vous mettez dans 12 mètres carrés des gens. Un studio, c'est minimum, attention, je m'entends, mais 17-18 mètres carrés, quoi. C'est plus agréable de passer un séjour dans 17 mètres carrés que dans 12, quoi. Alors, revoyez vos offres. Et vous changez pas les prix, vous augmentez les tarifs en plus. Pour des cages à poules. C'est normal que le marché va sur quelque chose de beaucoup plus sympa, quoi. Et les mecs ils s'étonnent, et donc ils ont quand même été très relous, et du coup en mode lobby, ils ont poussé les maires à justement dire non, ça sera limité l'exploitation Airbnb. Alors que le marché, c'est le marché quand même qui décide. Moi, ça me rend dingue parce que tu poses la question à n'importe qui. Bon, il y en a, ils aiment bien l'hôtel parce que c'est full service, ils font rien. Mais le commun des mortels, ils préfèrent dormir dans un endroit avec un peu plus de place, quoi, et d'avoir un salon. Ouais, une cuisine si t'as des enfants et tout, faire à manger, enfin c'est beaucoup plus simple. C'est tout un ensemble, quoi. Donc là, les hôtels, ils ont bien fait leur boulot de lobbyiste, ce que j'approuve pas, ce que je déteste même. Le problème, c'est que ils nous bloquent en tant qu'investisseurs. En plus, on rend des services, c'est pas,
On n'a jamais mis le couteau sous la gorge à quelqu'un pour dire tu viens dans mon Airbnb. Non, il y a le marché puis on qui est paye là. des taxes de séjour, on rachète des apparts, on les refait, voilà. Ouais, non, mais voilà. Et en plus, ouais, on contribue quand même au PIB français, quoi. Enfin, moi, je suis un intime convaincu que l'immobilier joue une part très importante dans le PIB français. Ah, bien sûr. On dit que ça fait très longtemps en fait qu'il y a plus de croissance en France, mais que la hausse des prix, notamment de l'immobilier, crée en fait une croissance qui est un peu artificielle. Ouais, fictive. Ouais. Effective. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais c'est le moteur des travaux qui fait vraiment pour moi la croissance, quoi. Enfin, une partie, bien sûr, de la croissance. Hein. On n'a pas la prétention de dire que tous les investisseurs immobiliers redresseraient France, mais on en fait partie, quoi. Donc, enlevez-nous les CFE, enlevez-nous toutes ces conneries, là, les taxes locatives, même que ça soit sur les SCI, sur les SAS et tout, ça sert à rien. On voit bien que vous essayez de gratter pour, ouais, et puis pour ce qu'on voudrait aussi, c'est de la certitude et de la simplicité, quoi. Parce que en fait, moi, ce que j'aimerais... C'est trop compliqué. Ouais, t'as ton impôt sur le revenu, c'est quoi? Vers juillet-août, tu le reçois. Après, t'as la taxe foncière. Après, t'as la CFE. T'es chez le notaire, tu payes. Là, on parle des SCI à l'IS que peut-être elles vont passer à 20, le taux réduit, il va peut-être sauter. Ouais, non, il y a aucune sécurité juridique, quoi. Tu fais du meublé, après, d'un coup, en fait, t'es professionnel, même si, ouais. Tu peux basculer au LMP, tout. Bon. Ouais. Il y avait encore le vieux serpent de mer. Ah, le LMNP, là, c'est fini tout. Hein. Calmez-vous, ils vont pas non plus arrêter le LMNP non plus. Hein. Ça, c'est... Non, mais je veux dire, c'est de la sécurité. Les LCD, c'est pareil. Du jour au lendemain, ta commune, elle peut décider de faire sauter les accords. Enfin, tout est... Ah, c'est ton business plan. Ton business plan, toi, tu le signes quand même sur plusieurs années, quoi. Ce qui est chiant, moi, ce que je me rends compte, effectivement, c'est que le paysage législatif change beaucoup et que, en fait, ta stratégie, tous les 3-4 ans, faut la revoir entièrement. T'as pas le choix. Et c'est pour ça qu'il faut parfois arbitrer ton patrimoine, t'es obligé. C'est en fait, il faut arbitrer pour se protéger. Ça devient, à mon sens, une protection et puis il faut changer. C'est pour ça que là, moi, j'étais obligé d'arbitrer une partie de mon patrimoine. Donc ça m'a un peu saoulé. Bon, après, je sais que je vais rechercher plus gros, donc ça m'inquiète pas. Mais je l'aurais pas fait. J'aurais pu, je pourrais être dans la spirale négative fiscale, quoi. Donc ça, je veux pas. T'es obligé. Donc pour ça, on est toujours obligé d'être alerte sur tous les changements législatifs, sur ce que les députés changent et tout. Enfin voilà. Mais en même temps, après, toi, ça nous crée des opportunités aussi. Les passeurs énergétiques, c'est une opportunité de ouf. Mais de ouf. Tu vois, on en parlait des gens qui n'ont pas 10 000 euros sur leur compte. C'est sûr que si t'as pas 10 000 euros et que t'as une passoire, tôt ou tard, ça va être compliqué pour toi. Hein. Oui, et puis là, t'es obligé de solder, quoi. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve que là, clairement, là, c'est reboulevard d'opportunités, quoi. Tu peux acheter des trucs, casser les tarifs. De toute façon, les mecs, ils n'arriveront pas à le revendre. Et puis, tu peux te refaire un parc flambant neuf, quoi. Donc, ça, c'est cool, quoi. Donc, là, les amis, j'ai envie de vous dire, il y a 12 000 immeubles à vendre, en ce moment, en France. 12 000 immeubles. Ouais, j'ai regardé là, 12 000. Bon, ça va, on va pas se marcher dessus, hein. Moi je me trompe, mais je suis pas. C'est bon, il y a de la place. Et puis 12 000 à l'instant T, mais il y a toujours. Bien sûr, il y a des roulements. Les immeubles restent quelques temps, il y en a des nouveaux qui arrivent. Ouais. Donc le truc législatif, ça change, mais ça peut nous faire quand même de temps en temps nous faire aussi des opportunités. Et tu peux nous raconter un peu ces 40 lots. Donc tu les as achetés en partie avec ton cousin, tous? Alors non, moi je les ai achetés tout seul. D'accord. J'ai vraiment acheté tout seul. J'en ai juste acheté 8 lots avec lui. D'accord. Et mais lui, il en a acheté en parallèle en même temps. Ouais. On s'est un petit peu tiré un petit peu la bourre, on se challengeait, tu vois. Et on faisait nos brainstorming dans les bagnoles, tu vois. Quand on roulait et tout ça, on faisait les calculs de renta et tout. On faisait les offres et tout. On bossait beaucoup, hein. On bossait beaucoup, mais c'était génial, quoi. On s'est bien fendu la gueule. On a vu des trucs très what the fuck aussi. On a tout vu. Ce qui est bien avec l'IMO, c'est que tu vois tout. Et visiter à deux, franchement, mine de rien, que vous soyez en couple ou moi j'ai aussi un associé
franchement, c'est génial. Quand tu visites à deux, que tu vois des trucs, ça change complètement l'expérience, quoi. Ouais. Bah, puis en plus, Surtout si tu veux perdurer, en fait. Si c'est pour Ouais. acheter un appart, ça va, tu peux y aller tout seul. Mais quand tu commences à en acheter beaucoup, vraiment, tu passes un bon moment. Surtout là, tu fais les quatre coins de la France, tu vois des trucs complètement C'est cool. ahurissants. Il y a le truc, c'est qu'il faut vraiment prendre ça comme un jeu, quoi. Tu joues pas de ta vie quand tu vas visiter un truc. Si tu commences à penser que tu vas jouer ta vie, t'es mort, quoi. T'es vraiment mort. Et donc non, moi je l'ai toujours pris comme un jeu et je continue toujours à le prendre comme un jeu. De toute façon, la vie est trop courte pour se prendre au sérieux, ça sert à rien. De toute façon, on finira tous au même endroit, hein. Avec un peu plus de cash flow ou moins, ça changera rien. Tu seras quand même toujours au même endroit. Ouais, il faut s'amuser. Il faut vraiment s'amuser. Et puis tu peux te marrer en visite. Moi, je rigole toujours. Hein. Je fais toujours je vanne toujours le vendeur, quoi. Ou l'agent immobilier, quoi. Mais au moins ça détend, puis lui aussi, donc c'est bien. C'est trop protocolaire, trop chiant. Bon, t'arrives de tomber sur les gars, ils sont vraiment pas drôles, quoi. Ils ont vraiment pas envie de rigoler. Ouais, ça arrive. Ou quand tu vends, enfin moi il y avait un appartement il y a pas longtemps, je savais pas si j'allais le vendre ou le louer, donc j'avais pas mandaté une agence. J'hésitais, tu vois, entre les deux. Ouais, j'ai eu des gars qui sont venus pour acheter, mais les mecs, t'as l'impression. Enfin, tu sais, c'était même pas qu'ils étaient sérieux, c'était que, enfin, t'avais l'impression qu'il y avait eu un mort, quoi. Ils étaient là, ouais, ils notaient tout, et puis tout ce qui allait pas, tu vois, c'était la fin du monde. Enfin, Oui, bah, c'est du sketch, ça. C'est du sketch, quoi. Mais, ils ont raison. Ouais, mais après, ils font même pas d'offres. Ils font, enfin, mais alors ça, c'est c'est bien que tu mettes le doigt là-dessus. Le nombre de gens qui visitent et qui font pas d'offres. Entraînez-vous. T'as fait le plus gros du boulot. Tu t'es bougé le cul à y aller. Fais ton offre. Ah, je pense qu'ils ont trop peur du nom. Enfin. Et tu t'es pour les 40 lots, c'était en nom propre. T'as fait des sociétés. Non, Comment j'ai fait de la SCI. J'ai fait de la SCI aussi. 3 SCI. Avec d'autres investisseurs. Ouais, bah du coup, une avec Jean, et puis j'avais mis aussi mon frère un peu dans la partie aussi. Ok. Ouais. Et SCI et tout parce qu'il faut se protéger aussi. Et puis il y a des trucs quand c'est trop gros, 9 appart, tu les prends surtout, tu les prends jamais en direct, quoi. Bien sûr. Pas faire le con, quoi. Donc, non, et puis même si, voilà, t'as par exemple la niche fiscale du meublé, mais sur 9 apparts, tu peux pas les meubler, hein. Enfin, je veux dire, s'il fait 100 mètres carrés, tu vas pas le louer en meublé, ou alors tu peux faire de la coloc, ça va être, ça va être compliqué, quoi. Alors, techniquement, tu peux, la loi, c'est 10 immeubles, hein. C'est considéré comme un meublé, quoi. Tu peux. Mais l'expérience utilisateur, pas être dingue, quoi. Dans 100 mètres carrés, il va trouver que ça va résonner un peu fort, quoi. C'est vrai que tu mets un lit, un balai, je crois que t'as les trucs, les ustensiles de ménage, le lit. Et une table basse, même un tabouret suffit, même pas forcément une chaise avec un dossier. Un tabouret, je crois que c'est un micro. Si tu regardes le décret, il y a très très peu de choses. Il y a pas, par exemple, il y a pas les canapés, même dans les apparts qui sont grands, il y a pas d'aspirateur, il y a pas de... Non, c'est vraiment, donc la loi, c'est 10 lots. Mais voilà, après, ça dépend de ce que tu veux attirer comme locataire, quoi. Bien sûr. Sinon, ça va piquer fort. Donc, non, techniquement, tu peux. Mais voilà, dans la société, parce que... Et puis, j'avais fait quand même aussi du régime foncier, parce que c'était quand même nécessaire, quoi. Tu vois. Pour les travaux. Ouais. Et tu t'es endetté dans combien de banques? Dans 5 banques. Dans 5 banques, et j'en ai dégagé une, et je me suis fait financer par le crédit foncier, le tout dernier financement du crédit foncier, quoi. Donc voilà. J'ai fait Crédit Mutuel, j'ai fait la Poste, parce que la Poste finançait bien. J'avais fait la Banque Populaire, la Caisse d'Épargne, Crédit Lyonnais. Ouais, on en a pas mal en commun quand même. T'as fait lesquels, toi? Moi, j'ai fait LCL, Crédit Mut. J'en ai chez HSBC, hein, c'est un peu un hasard, mais c'est pas, Ah oui. c'est pas forcément la banque que je vous recommande, mais ils m'ont prêté de l'argent, donc ça a mis du temps. Mon premier studio, c'était par hasard, j'en parle de temps en temps, c'est marrant, je l'ai acheté 23 000 euros et ça avait pris 6 mois parce que j'ai le financement.
Et en même temps, quelqu'un de ma famille voulait acheter une nouvelle voiture. J'avais été avec elle chez Peugeot et c'était 23 000 et quelques euros aussi. Et genre le lendemain, elle avait l'argent. alors que moi, c'était, j'avais mis 6 mois. On m'avait changé 3 fois d'agence. Enfin, tout ce que tu peux imaginer. Mais bon, j'ai eu les fonds. Voilà, j'ai eu les fonds. Bon, et une bah, fois, ça j'ai va. signé avec ma banquière. Dans un salon de thé un samedi parce que j'étais tellement à la bourre hors délai du compromis. La banquière elle disait ouais, le Polymo ils sont foutus de moi et tout. Ouais. Enfin voilà, ils prennent trop de temps. Donc j'ai signé dans un salon de thé un samedi mon contrat de prêt. Ça va, c'était au thé que tu l'as signé, tu aurais pu le signer avec autre chose, donc ça va, Ouais. t'avais dit on faisait trop pour C'était réfléchir. ouais, c'était le matin. Ouais, en général, lisez les documents que vous signez, hein. C'est toujours. Non, mais c'est clair, il faut toujours regarder et puis voir toujours des détails. Et tu peux toujours avoir un mec qui peut avoir une longueur d'avance sur toi, quoi. Et donc du coup peut te faire signer un sale truc, quoi. Donc vraiment, Ouais. soyez vigilant par rapport à ça, quoi. C'est très dangereux, quoi. Ouais. Et lisez tout en entier, pas juste les changements, parce qu'il y a des gens, je sais plus, j'avais lu une histoire dans un livre d'immobilier ou je sais plus, quelqu'un qui avait réussi à acheter un local commercial et en fait, il avait mis en rouge des changements qu'il avait fait, mais il avait pas mis en rouge le fait que tous les meubles et les machines restaient dans Waouh. l'achat. Et donc les gens après ils se sont battus sur les clauses en rouge et puis en fait quand ils ont signé ils ont dit bon bah voilà c'était un resto je crois, bah tous les fours, tous les trucs vous me les laissez quoi. Ah Et les gens ils avaient pas lu et enfin ça fait Et vite. puis là, ils sont bloqués. Signé, c'est signé, quoi. Ah ouais. Ah ouais. Et puis là, en plus, c'était fait, comment dire, ça, c'était intentionné, quoi. C'était pas une erreur, quoi. Ouais. Ouais, donc faites bien gaffe vraiment à ça. C'est très très dangereux, quoi. Ça, c'est comme sur les versements de séquestre et tout. Moi, j'en mets pas, mais j'en demande toujours en face, quoi. Ouais, parce que les versements de séquestre, on a eu un membre à qui c'est arrivé. En fait, c'est même si tu respectes la clause suspensive d'obtention du crédit, si tu l'as pas eu, Ouais. et ben c'est pas pour ça que le notaire il te débloque le séquestre. C'est que une fois que le vendeur a accepté de te le rendre, qu'il te le rend. Donc ça peut vite faire. Donc si toi tu veux aller sur un autre projet, voilà, parce que un des projets c'est pas fait. Ah bah ça. Putain, Ouais, t'es vachement embêté, quoi. Ouais, il y a ça. Et puis là aussi, tu sais, quand il y a les refus de prêt et tout, donc tu veux essayer d'attaquer la personne, ça sert à rien. Ah ouais, Les non. amis, ils perdent franchement pas de temps là-dessus. Faites next et avancez parce que c'est 1 an et demi de procédure. Hein. Donc ça sert à rien du tout, quoi. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, donc là, 35 ans, de 35 à 39, l'an dernier, t'as fait 1 an un peu autour du monde. C'est ça. Qu'est-ce que t'as fait depuis que t'as 35 ans et puis un peu nous raconter ton année autour du monde, là. Ok, ça marche. Alors, du coup, moi, j'avais créé Investor Renta. C'était Immorenta à la base avec Jean. Voilà, pour accompagner d'autres personnes dans l'immobilier, parce que on se dit bah tiens, on va faire ça, parce que moi j'avais toujours fait de la formation dans les finances publiques quand j'étais inspecteur des impôts, et je me suis dit bah tiens, on va faire ça parce que c'est vraiment ça me botte, et puis je pense qu'on va vraiment kiffer, et c'est toujours notre domaine. Donc on a continué, on a créé Immorenta, devenu Investor Renta. Et donc on a accompagné beaucoup de personnes et on est vraiment très content des résultats. Et on a commencé aussi à créer Bourse Renta parce que c'est le chemin logique après, une fois que tu as du cash flow et tout, bah tu commences à avoir de l'épargne. Le problème c'est que tu vois que si tu laisses sur des livrets ton épargne, bah tu perds de l'argent, et si cet argent-là il faut le faire travailler. Et donc c'est naturellement qu'on a été vers la bourse, quoi. Et donc on a créé aussi Bourse Renta avec une technique qui nous ressemble aussi, c'est que faire le minimum d'efforts et de trade tout en maximisant ton argent, quoi. Donc voilà, parce qu'on n'a pas envie de se recréer un deuxième boulot. Et puis avec ma femme, Il y a des études qui montrent plus tu fais de trade, moins tu gagnes d'argent en bourse. c'est une évidence. Même les trades des pros, ils sont perdants. Hein. Il y a plus de 40%, donc c'est pas la peine. Et est-ce que tu as un avis? Tiens, ce serait intéressant. Nous, on a justement des gens qui commencent, qui ont pas trop de cash. Ouais. Et tu sais, ils entendent partout qu'il faut mettre de l'argent en bourse. En général, alors ceci n'est pas un conseil en investissement, mais moi la disclaimer, effectivement. Je leur dis, écoute, d'abord si tu veux faire de l'IMO, mais enfin fais-toi un petit pécule, voilà, moi je dis faut au moins, même si t'achètes un truc pas cher, au moins 10 000 euros pour voilà, soit la banque elle va t'en demander un peu, si t'as un courtier il va t'en demander, plus voilà les vacances, enfin il peut se passer des trucs.
Est-ce que toi, tu as un avis par rapport à ça? Est-ce que tu trouves que pour la bourse, voilà, il y a un montant. Enfin, moi, je dis toujours aux gens, voilà, la bourse, on dit, ça fait entre 7 et 10% par an. Donc, faites les calculs. Si vous mettez 10 000 euros en bourse, ça va pas vous changer la vie avec 7-10% Non, par an. c'est ça. Donc, alors que tu peux acheter un bien qui, lui, peut te permettre de scaler beaucoup plus vite, quoi. En fait, ce que je pensais, c'est que toi, il fallait avoir du capital pour aller en bourse. C'est vraiment ce que je pensais, c'est ce qu'on m'a toujours appris en banque et tout, toi. Mais en fait, c'était fondamentalement une connerie, encore une fois. C'est que même avec 50 euros, en fait, tu peux commencer. Ouais, tu peux commencer, bien sûr. Tu peux commencer. Tu te mets sur un ETF basique et tu te poses pas de questions, mais tu commences, toi. Parce qu'il faut commencer. Plus tôt tu prends date, mieux c'est. Et notamment ton PEA. D'ailleurs, si vous voulez, enfin, comme ça, ils voient tous votre PEA. Là, aujourd'hui, vous mettez 50 balles dessus, point, et c'est parti, quoi. Aussi, ce qu'il faut, c'est lever de la dette à côté. Et que le cash flow que tu n'utilises pas, tu peux en mettre une partie, parce qu'il faut quand même toujours se faire son matelas de protection, en gros son livret A, pour faire simple, même si c'est une connerie. Mais comme ça, c'est boosté quand même parce que tu fais à côté en bourse et avec ton cash flow. Et en plus, c'est hyper vertueux parce que du coup, tu auras de plus en plus de cash flow. Du coup, tu vas pouvoir mettre de plus d'argent en bourse. Ton argent en bourse travaille de plus en plus. Du coup, tu peux lever plus de dettes et tu lèves plus de dettes, t'as plus de cash flow, etc., 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 tu vois. Et pour moi, c'est hyper vertueux et c'est pour ça qu'on pense que enseigner les deux domaines sont hyper complémentaires et importants et qu'il faut commencer les deux le plus tôt possible, quoi. Et ça peut en fait être de manière concomitante. Pas simplement dire il faut que je mette le cash flow et tout. Non, t'es pas obligé. Par contre, en dessous de 50 balles, ça vaut pas le coup. Faut quand même. Oui. Puis après, il y a quand même s'ils sont très très faibles, voilà, il y a des frais de transaction ou des choses comme ça. C'est ça. Et tu voulais que je vienne un peu sur le tour du monde un petit peu que j'avais fait avec voilà, tu peux nous raconter un peu parce que ça fait rêver beaucoup de gens et puis beaucoup de gens investissent dans l'immobilier pour au moins être libre, géographiquement. Il y en a, c'est le temps, il y a en gros l'argent, le temps et puis le lieu. Donc. Ouais, c'est ça. Écoute, nous on avait vendu avec ma femme voiture et maison. Elle m'avait dit ouais, ok, on y va, je te suis. Donc elle m'a fait confiance et ça pour moi c'était très très important et franchement encore merci. Et du coup on a voyagé beaucoup en Amérique du Sud en fait. On a vécu au Brésil, on a vécu à Rio. Donc vous êtes parti quand? Février. Février 2022. Ouais, février 2022 et puis on est revenu là il y a 10 jours, toi. Et donc on a fait Et dans tes bagages, t'avais en plus de tes vêtements que des bagages, point. Ouais, mais vous étiez 3. Ouais, c'est ça. Donc, moi je partageais ma valise avec mon petit bonhomme, tout. Ouais. Et puis. Et quel âge il a? Il va sur ses 1 an là. Donc voilà, ouais. Donc c'était vraiment avec un bébé que vous êtes parti. Ah oui, vraiment, ouais, c'était. Ce qui n'était pas forcément toujours simple. Au début, ouais, ça va, mais quand tu tombes malade à l'autre bout du monde, t'es pas bien, quoi. Il faut trouver les hôpitaux et tout. Mais bon, on y arrive, hein, tant bien que mal, mais on y arrive. Et puis on a vu, quand tu vis, Rio, c'est exceptionnel, c'est magique et tout. Quand on se balade un peu partout, c'est chouette. On était dans le nord du Brésil, on a été au Mexique, sur le Yucatan. On a fait New York aussi. Bon, New York, on n'a pas fait longtemps, 10 jours, hein, parce que sinon, voilà. Puis j'ai accompagné ma femme qui faisait son premier marathon, le marathon de New York, plutôt cool, tu vois. On est revenu au Mexique. Ah, c'était récemment, ça. C'était il y a... Ah oui, c'était il y a pas longtemps, tu vois. Et là, en fait, on a envie de se réinstaller en France, avoir sa base et tout, et on va aller s'installer dans le sud de la France, quoi. Et ça va être vraiment chouette, quoi. Et faut le faire. C'est vraiment une super expérience. C'est vraiment chouette. On continuera toujours à voyager, mais avec une base. Ok. Et je vous invite à tous de le faire. Et ouais, le voyage, c'est génial. Mais après, c'est pas une fin en soi. Si t'es heureux autrement, tant que t'es heureux. Ouais, je pense qu'il y a différentes personnes. Moi, je pars souvent, par exemple, mais j'aime bien rentrer. Je sais que je suis parti en Australie une fois, 3-4 semaines. C'était vraiment Après, fallait que je rentre, quoi. Enfin, ouais, c'est ça. Ou alors, faut complètement organiser ta vie différemment, voyager peut-être un peu moins vite, faire moins de choses chaque jour. Et c'est des personnalités. Là, j'ai le podcast qui va paraître cette semaine. J'avais un invité, ça fait 12 ans qu'il a pas de résidence principale, pas de base, 12 ans qu'il voyage.
Il a pas d'enfant. Il a une femme qui est à un endroit fixe. Alors, on n'a pas trop creusé sa vie privée, mais il expliquait qu'il avait une femme qui habitait à un endroit fixe. Okay. Donc, il allait la voir de temps en temps ou elle le rejoignait en vacances. Okay. Mais il avait pas d'enfant, ouais. Ah, tu vois, ça passe. Et si l'équilibre est bon, il est bon, tu vois. Mais avec enfant, oui, non, là, 12 ans, digital, ça commence. C'est vraiment une fable. C'est une fable. Donc, non. Et moi, je vous invite, à tous le faire et il y a que le cash flow qui vous permet de le faire, quoi. Moi, c'est vraiment ce que je conseille que je pourrais donner, quoi. Et est-ce que t'as un ordre de... Enfin, tu vois, toi, t'es parti, t'avais 40 lots. Alors, je sais que c'est dur à dire avec les LCD, les revenus qu'on avait avant. Mais est-ce que, tu vois, il y a un peu... parce que beaucoup de personnes ont c'est pas le fantasme, vu que c'est faisable. Bon, après, les fantasmes aussi, hein, mais de pouvoir quitter leur emploi avec de l'IMO... Le montant, combien qu'il faut par mois? Ouais, enfin, peut-être plutôt l'encours ou le nombre de lots ou le... Cash flow, moi je disais 4 000 €, t'es sûr de ta régularité, 4 000 €. 4 000 € de cash flow, donc, et le cash flow, c'est, tu tiens compte de tout, enfin, cash flow, les rentrées, moins les remboursements, les assurances, les taxes foncières. 4 000. 4 000. Donc, 4 000, tu vis bien. 4 000, voilà, tu vis bien, tu peux t'en faire financer, quoi. En dessous de 20 lots, je pense que, alors, sauf si tu fais de la LCD, c'est très compliqué d'avoir, Ouais, non, alors il faut massifier, de toute façon, t'as pas le choix. C'est vraiment le volume qui... Ouais, mais tu peux le faire, donc c'est ça quand même qui est cool. Donc, ça te prendra moins de temps qu'à bosser toute ta life, quoi. Ouais, et t'es pas sûr, à la fin de ta vie d'avoir 4 000 € qui tombent tout seul, même si tu gagnais très bien ta vie. Exactement. Okay. Ouais. Bah écoute, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Ouais, c'est cool. Est-ce que c'est la suite des projets, c'est quoi? T'achètes encore des biens, là? Ouais, je vais acheter un appartement là sur Nancy, je pense un gros appartement pour essayer de faire une bonne grosse LCD et puis acheter ma maison dans le sud avec ma femme. Et t'arrives toujours à te faire financer, même si... Ouais, je vais manger avec mon banquier, enfin un des banquiers cette semaine là, pour voir un peu ce qu'on va faire, quoi. Mais bon, déjà au téléphone, il m'a dit montre-moi et puis on y va. Bon, ça va. Top. Et est-ce que t'as déjà des biens qui sont payés en entier? Non, ça j'ai pas ça. Pas. Moi, je l'ai dit l'autre fois et j'ai l'impression que j'avais dit enfin, parce que quand j'ai organisé un voyage à Budapest et à Budapest, faut investir comptant. Tu peux pas vraiment lever de dette. Donc, j'avais fait venir des auditeurs, je les avais prévenus. Donc, les auditeurs qui sont venus, c'était plutôt enfin, j'étais, je pense, le plus jeune et sûrement le plus pauvre. et quand je leur ai dit que j'avais aucun bien payé, j'ai vu qu'ils se sont dit... Ah ouais, ok. Ouais, mais bon, les emprunts, ils sont sur 20 ans, hein, quand on a 35 ou 39 ans. Puis nous, on veut toujours... puis on en revend, on en rachète, donc les durées, elles repartent et tout ça. Mais voilà. Tant mieux. Mais c'est vrai que beaucoup d'investisseurs disent que ça leur a un peu changé la vie le jour où... Parfois, c'est des hasards, hein. Ils s'étaient pas formés, ils ont pris des durées courtes. Puis au bout de 8-10 ans, ils ont remboursé tous leurs biens. Et puis ça passe, mais ils sont quand même contents, les gars. Donc non, tant que tu te bouges le cul, pour moi, c'est ok, quoi. Top. Si on veut te retrouver, t'as une chaîne YouTube. Alors, chaîne YouTube, Investranta. Et si vous voulez nous retrouver, c'est sur Insta et on répond personnellement. Donc, n'hésitez pas, ou @Investranta. Et puis, vous nous retrouvez, Jean-Julien. Alors, il y a des doublons, faites bien gaffe, parce qu'il y a des faux comptes. Mais voilà. Donc, si on vous propose de la crypto, c'est que c'est pas nous. Voilà. Ok. Ça marche. Écoute, je te souhaite une très bonne soirée. Puis je te dis à très bientôt. Ça marche. Allez. Merci beaucoup, Thib. Ciao. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode avec Julien. Pour rappel, j'espère qu'il vous aura plu, bien entendu. Pour rappel, si vous voulez qu'on discute pendant la semaine, donc du 8 au 13, enfin c'est pas vraiment une semaine, mais pendant les 7 jours-là, vous pouvez reprendre rendez-vous donc pour discuter du podcast, de l'avenir, ou alors vous pouvez parler, vous pouvez me raconter votre vie si vous voulez, mais je vous interrogerai quand même sur votre ressenti par rapport au podcast. Vous avez le lien Calendly ou alors vous allez sur mon site grosbillets.com si vous voulez suivre ma formation Négocier pour faire des gros billets, dans lequel vous pouvez également m'appeler pour parler de votre offre en cours, de la stratégie de négociation. Vous allez sur grosbillets.com et si vous voulez rejoindre le Club Invest, là, faut vous grouiller. Grosbillets.com et aussi le lien, tout le lien dans la description. Je vous souhaite une très bonne écoute. Pensez à liker, commenter, partager. Et n'oubliez pas, vous pouvez me taguer en story et vous serez dans le tirage au sort de ploufplouf.net pour gagner un cadeau. En fait, ce sera des cadeaux d'une valeur supérieure à 100 €. Je
Je vous souhaite une très bonne semaine et la semaine prochaine, je serai en meilleure forme, je vous le garantis. Allez, bye bye.